Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation que nous vous proposons dans le cadre des Journées du patrimoine. Je suis Rémi Matisse, archiviste paléographe, conservateur au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, où je suis chargé des collections du XVIIe siècle. Le département des estampes est l'un des 5 départements historiques de la Bibliothèque royale telle que définie en 1720 et conserve une des principales collections de gravures au monde qui vont de la Renaissance à la création contemporaine et qui se compte en millions de pièces. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que nous ne conservons pas seulement des estampes et de la photographie, mais également de très nombreux dessins en lien avec les estampes ou au gré de l'histoire de nos fonds. Or, puisque le thème des Journées du patrimoine est cette année « Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie », j'ai la chance de vous parler d'un document extrêmement particulier et particulièrement touchant. Il ne s'agit pas d'un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, comme nous avons par ailleurs, mais c'est plutôt une des particularités de notre département qui a une approche à la fois d'histoire de l'art avec certains de ses chefs-d'œuvre, une approche historique avec des documents plus banals mais exceptionnels dans une autre approche. Je vais donc vous montrer des dessins d'enfants aujourd'hui, mais pas n'importe quel enfant, puisque ce sont ceux du duc de Bourgogne, Louis de France, qui est le petit-fils de Louis XIV et le père de Louis XV. Vous voyez donc ici une estampe une estampe de mode, qui représente ce petit garçon qui naît en 1682 et est élevé à la cour de Versailles. Au XVIIe siècle, un prince se doit de connaître les arts, qui sont un moyen de propagande, un moyen d'encouragement du luxe, d'affirmation de politique et de distinction, à un moment où le monde entier regarde vers Paris et où le roi participe à ce mouvement. L'art fait partie donc des pratiques qui sont encouragées et font partie de l'éducation des jeunes princes. Louis XIV a lui-même beaucoup dessiné quand il était enfant. On conserve encore en main privée un album de ses dessins et il a même gravé, on conserve certaines de ses gravures. Ce type d'enseignement demeure exceptionnel. Si des professeurs de dessin existent, par exemple, à l'Académie des Beaux-Arts, à l'Académie, de peinture et de sculpture, comme on dit à cette époque, ou si les jeunes nobles apprennent de plus en plus couramment ces exercices, ce type d'enseignement n'est pas du tout à l'ordre du jour dans les collèges et dans les universités. Je vous montre un premier dessin, s'il veut bien arriver. Et ça ne veut pas s'afficher. Voilà. Donc, voici un exemple de dessin tel qu'on va voir dans le recueil et on aura l'occasion d'en regarder un certain nombre ensemble. La formation du duc de Bourgogne prend place d'une réflexion sur la pédagogie qui se fait jour dans le milieu de la cour. Perrault et Félibien rédigent une méthode destinée à l'enseignement des beaux-arts en s'inspirant de Sénèque par la pratique. Dans les sciences et les arts, il y a 2 manières d'enseigner, savoir par les préceptes et par les exemples, que l'une instruit l'entendement et l'autre l'imagination. Comme dans la peinture, l'imagination est la partie qui travaille davantage. Il est constant que les exemples seront très nécessaires pour se perfectionner dans cet art et servent le plus à conduire sûrement les jeunes étudiants. Donc, il faut pratiquer pour apprendre les beaux-arts à cette époque-là. C'est en tout cas ce qu'on établit. Cela va plus loin encore pour le fils de Louis XIV, le grand dauphin, puisqu'une charge est créée en 1673, celle de maître à dessiner, qui est confiée au célèbre graveur Israël Sylvestre. Et l'éducation à l'art du duc de Bourgogne se place donc dans ce contexte. Jusqu'à l'âge de 7 ans, les princes, qui étaient jusqu'alors entre les mains des femmes, bénéficièrent d'une première éducation dispensée par un instituteur. Ils apprirent des rudiments d'écriture, de religion, d'histoire, de géographie et de dessin aussi. Et le duc de Bourgogne passe aux hommes, donc il quitte les nourrices pour qu'on prenne en main son éducation réelle à l'été 1689, alors qu'il a 7 ans. C'est à partir de là que ces dessins vont être conservés. Il possède un gouverneur, le duc de Beauvilliers, qui est le gendre de Jean-Baptiste Colbert, et un célèbre précepteur, l'archevêque et homme de lettres Fénelon, qui dirige une équipe de sous-précepteurs spécialisés, parmi lesquels des spécialistes du dessin. Sylvestre est moins sollicité à partir des années où le duc de Bourgogne commence réellement son éducation. Il aura en fait plus participé auparavant. Et Israël Sylvestre meurt en 1691, période à laquelle Sébastien Leclerc, graveur, qui avait déjà œuvré pour le fils de Colbert, donne vraisemblablement des cours au jeune duc de Bourgogne et à ses 2 frères.
On connaît en effet 3 autres petits carnets de dessin, en plus de celui que je vous montre aujourd'hui, sans doute issus du même ensemble que le nôtre, qui sont conservés à la Fondation Custodia à Paris, et qui, d'après une note qui s'y trouve, viennent de la famille de Sébastien Leclerc, qui est présenté comme maître à dessiner des jeunes princes à l'époque. Comme certaines des œuvres qui sont dans ce recueil sont datées, ce qui nous permet de justement bien situer ces dessins dans l'enseignement qu'a reçu le duc de Bourgogne. On voit ici sur ce dessin le duc de Bourgogne Féquit, 14 de février 1690. Donc, il a réalisé ce dessin. Féquit est une inscription qu'on marque habituellement, qui veut dire il a fait en latin et qu'on trouve sur les estampes notamment. Et donc, on a une date précise au jour près, ce qui va nous permettre non seulement de dater et d'étudier tous ces dessins, mais également tout simplement de constater les progrès faits par le jeune duc, puisque entre celui-ci où il a 7 ans et demi et celui-ci qui date de la fin du recueil et où il s'approche donc plutôt des 12-13 ans, on voit un progrès artistique important. Même au XVIIe siècle, ce qui est amusant avec ces dessins, et ce qui est extrêmement touchant, c'est qu'on touche véritablement à l'intime de la formation de ces petits garçons, finalement, qui certes sont de la famille royale, mais qui sont finalement des petits garçons comme tous les autres. Et dans ces mentions dont je vous parlais, on a des choses extrêmement touchantes dans le cadre de l'éducation d'un petit garçon, où là on a Dux Burgundiae Féquit anno 1690, donc le duc de Bourgogne l'a réalisé en 1690, Aetatis 7 ans et demi. Donc finalement, le duc de Bourgogne, comme tous les petits garçons, compte ses anniversaires par demi-année pour grandir plus vite, et on voit qu'on se situe vraiment dans des pratiques les plus ordinaires et que les petits-enfants restent les mêmes. Alors, ces documents sont bien évidemment exceptionnels et rarissimes. De quelle manière est-ce qu'on a pu conserver des documents tels que ceux-là? C'est donc évidemment incroyable que des dessins d'enfants aient été conservés, mais il ne s'agit pas non plus de n'importe quels enfants. Ce sont des princes royaux pour le duc de Bourgogne, s'il n'était pas mort trop tôt pour succéder à son grand-père, il serait devenu roi de France. C'est une personne extrêmement importante avec tout un entourage qui, bien évidemment, cherche à l'accompagner parce que c'est également une manière d'être proche du futur roi de France. Un tel dessin est donc un cadeau extrêmement précieux pour son entourage, qui est honoré de se trouver si proche du pouvoir. Et c'est donc dans l'environnement proche du prince qu'on reçoit ces dessins et qu'on les conserve précieusement comme marque de son amitié. Ce recueil nous est donc parvenu par l'intermédiaire d'une personne fascinante que l'on connaît bien, qui s'appelle Roger de Guénières, qui est un collectionneur très important du XVIIe siècle, célèbre pour avoir fait le tour de France avec un dessinateur pour relever l'état des principaux bâtiments anciens en France. C'est vraiment la naissance de l'idée de patrimoine et d'inventaire, d'essayer de voir tout ce qui est intéressant, tout ce qu'on a conservé, y compris du Moyen-Âge, et essayer de faire un inventaire dessiné de ces bâtiments. La collection de Roger de Guénières a été donnée au roi et aujourd'hui conservée à la BNF. Elle est conservée entre le département des manuscrits et le département des estampes. C'est par l'intermédiaire du valet de chambre Denis Moreau, donc un valet du jeune duc de Bourgogne, que Roger de Guénières entre dans l'entourage des petits princes. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait être leur maître, mais les annotations que l'on trouve en réalité sur les dessins ne mentionnent pas exactement ceci. Si on regarde l'une de ces annotations, on verra qu'il y a marqué Dux Burgundiae Féquit, donc le duc de Bourgogne l'a réalisé, ad Dominus de Guénières, 22 décembre 1691, donc toujours avec une date extrêmement précise, un très beau cheval, et ça ne veut pas dire que c'est fait sous la conduite de Roger de Guénières, mais chez lui. En réalité, ce ad désigne l'endroit où il habite. Et donc, ce qu'on pense, c'est que les petits princes allaient en réalité chez un des principaux collectionneurs du temps pour voir des pièces anciennes, pour avoir des modèles diversifiés, et que Guénières mettait à disposition sa collection pour donner ses cours, qui étaient certainement donnés par quelqu'un d'autre, et très certainement à cette époque, c'est Sébastien Leclerc. Donc, le premier dessin qui porte cette mention date du 22 décembre 1691, c'est-à-dire 2 mois après la mort d'Israël Sylvestre, le maître a dessiné, et certainement qu'il y a eu une réorganisation de l'enseignement du dessin à cette époque-là, et qu'on a décidé de profiter des ressources de Roger de Guénières.
D'ailleurs, on a un témoignage très intéressant, puisque 12 ans plus tard, en 1702, le duc de Bourgogne, devenu jeune adulte, rend de nouveau visite à Guenièvre dans son hôtel particulier de Paris, et la Gazette nous raconte que Roger de Guenièvre ressort alors quelques dessins d'enfants pour le montrer au duc et lui dire « Vous voyez, monseigneur, j'ai conservé tous vos petits dessins que vous m'aviez offerts, car c'est quelque chose qui est très important pour moi, je suis très honoré d'être proche de vous. » Revenons à nos dessins. Je vous propose donc de feuilleter un petit peu cet album ensemble pour voir ce qu'on y trouve. Ce qui n'est pas forcément une grande surprise. On trouve à la fois des thèmes qui sont en lien avec ce qui peut intéresser un garçon de 10-12 ans et un jeune prince, et à la fois en lien avec ce que doit savoir un prince, une personne qui est appelée à devenir roi de France, puisque apprendre le dessin est une fin en soi, mais que c'est également le support d'autres apprentissages. Donc nous aurons des dessins qui représentent des scènes de chasse, avec des chiens qui courent après des cerfs. La chasse est bien évidemment une activité noble et royale. On profite de ce qu'on est chez Roger de Guenièvre, qui s'intéresse donc aux périodes anciennes, y compris au Moyen-Âge, qui n'est pas à l'époque une période très à la mode, mais Roger de Guenièvre recueille des documents sur ça, et l'apprentissage de l'histoire de France en particulier, est très important pour un jeune prince, et on va donc dessiner des tournois médiévaux, avec des beaux chevaliers et leurs belles lances, ou d'autres scènes médiévales, voilà, telle que cette véritable charge où on voit qu'en quelques coups de crayon, le petit duc a réussi à croquer une scène assez vivante avec du mouvement, il se passe des choses. C'est un dessinateur qui commence à gagner en précision et en compétences techniques. Et au-delà du Moyen-Âge, vous voyez qu'on remonte également à l'Antiquité avec un soldat romain, toujours fait chez Guenièvre, janvier 1692, et donc un beau personnage avec sa dague et son bouclier. Mais on n'est pas uniquement sur des questions historiques. En partant de ces questions de guerre auxquelles s'intéresse un petit garçon et auxquelles doit être préparé un futur roi, on s'amuse à faire des scènes d'imagination où on peut remplacer nos soldats médiévaux par la guerre des lions contre d'autres lions, qui sont quand même très amusantes, qui ressemblent à des illustrations presque contemporaines qu'on peut trouver dans des livres d'enfants, avec donc des lions armés qui vont se battre les uns contre les autres, avec des arcs, avec des flèches ou avec des lances. On trouve bien évidemment de très nombreux paysages qui sont des paysages de fantaisie. Vraiment, là, on est dans des choses que l'on trouve en très grand nombre dans les estampes du temps faits par des gens comme Israël Sylvestre, justement, comme Jacques Callot. On voit très souvent représenter ces paysages de fantaisie avec des villes, des châteaux, la mer, des bateaux. Là aussi, on voit qu'en quelques traits, il réussit à croquer une scène avec une perspective qui n'est pas toujours parfaite, mais c'est que ça rend quelque chose d'assez pittoresque et d'assez bien fichu, avec y compris parfois des caractéristiques qui permettent de rapprocher ces paysages de paysages réels, comme par exemple ici, où on a à la fois une scène de chasse avec les chiens de chasse à courre qui courent après le cerf, et une ville par derrière, et cette pyramide adossée aux murailles ressemble énormément à la pyramide de Gaius Cestius, qui se trouve dans la ville de Rome, et qu'on peut encore voir actuellement. Ces séances de dessin sont également le support d'autres apprentissages utiles. On voit par exemple l'apprentissage de la mythologie à travers le dessin, avec un dessin tel que celui-ci, s'il veut bien s'afficher. Il ne veut pas s'afficher, mais donc on a un dessin d'Icare. On va réessayer. Le précédent était Icare, celui-ci s'affiche bien avec un superbe centaure qui a également été fait chez Roger de Guenièvre. On est en février 1792, donc notre petit prince commence à avoir 10 ans.
Et des choses encore plus techniques, puisque quelqu'un comme Nicolas Defer, qui est éditeur de cartes, participe à l'éducation des jeunes princes, et donc on le voit également prendre des cours de géographie et recopier des cartes, telles que cette belle esquisse qui représente la France, avec chaque pays dont le nom est inscrit, France, Gallia, l'Allemagne avec le Saint-Empire, la Pologne, l'Italie, l'Angleterre, et ainsi de suite, jusqu'aux petites îles Madère et Canaries, et on repasse les frontières, où on voit aussi que tout ce qui est au sud des Pyrénées est encore français, donc ce sont des cartes en réalité anciennes qui montrent un état à une période précise. Parmi les choses qu'un jeune prince, un jeune noble doit apprendre, bien évidemment, et on a également l'héraldique. J'aimerais bien vous le montrer, si ça veut fonctionner. Où ce sont donc des armoiries imaginaires extrêmement complexes, mais qui sont crédibles, enfin qui ressemblent à ce à quoi doivent ressembler des armoiries. Voilà. Donc des armoiries imaginaires, hein, ce ne sont pas les armoiries d'un prince en particulier, même si on reconnaît des couronnes qui ressemblent à la Suède, on reconnaît certains éléments du duché de Bar, de certaines principautés allemandes, et surtout le collier de la Toison d'Or, qui est le principal ordre de chevalerie fondé par les ducs de Bourgogne, ceux qui étaient en concurrence avec Louis XI, mais puisque le duc de Bourgogne, notre jeune prince, porte ce titre, il fait apparaître ce collier de la Toison d'Or, qui pourtant à l'époque était devenu un titre espagnol, un ordre espagnol. Et dans les choses à apprendre, nous avons également l'architecture, bien évidemment, avec une architecture de fantaisie, mais là encore, qui ressemble à des bâtiments qui peuvent exister, hein, des bâtiments soit antiques, soit Renaissance, tels que celui-là, et une architecture plus directement antique, directement liée à l'apprentissage de l'histoire ancienne, avec des temples, et on voit du point de vue des techniques que certains ont pu être mis en couleur par opposition au dessin à la plume que nous regardions auparavant. Et enfin, des choses encore plus techniques, où là, c'est directement recopié sur des recueils d'estampes qui proposent de tels modèles, apprendre à dessiner des mains, où là, on a recopié donc directement des modèles, et on va apprendre ainsi à dessiner de manière beaucoup plus précise. De quelle manière ces séances sont organisées? On peut avoir quelques idées à partir des dessins eux-mêmes, puisque certains de ces dessins sont clairement des copies de modèles que l'on peut trouver. Ce chevalier vu de dos est en fait Don Quichotte, et on connaît les estampes qui ont été recopiées et qui ont donc permis au Petit Prince de s'entraîner à recopier une personne telle que celle-là. Et idem, cette estampe, ce dessin-ci, pardon, est tiré d'une estampe de Jacques Callot, qui devait figurer certainement dans des collections directement destinées à l'apprentissage, à l'enseignement pour les jeunes princes, puisque on connaît dans les dossiers de la Fondation Custodia un dessin fait par le petit frère du duc de Bourgogne, le duc d'Anjou, futur Philippe V d'Espagne, qui recopie exactement la même estampe, donc qui devait être mise à disposition. Certaines des pièces, en revanche, détonnent par leur originalité, et certainement qu'une partie de l'enseignement se faisait sur le vif, c'est-à-dire qu'on a appris au petit-duc à voir une scène devant lui et à la dessiner sans aucun modèle, juste apprendre à dessiner ce qu'il voit. Et cette séance de jeu de tric-trac doit être directement liée à un événement réel. Et de même, apprendre non seulement à dessiner des êtres humains, mais également des objets, avec ce petit siège qui va apparaître, qui encore une fois, voilà, donc cette petite table où on voit que la perspective n'est vraiment pas extraordinaire, donc c'est vraisemblablement quelque chose qui a été fait par le duc sans aucun modèle, juste on a placé une table devant lui et on lui a demandé de dessiner cette table sur le vif, ce qui est
plus compliqué que de recopier une estampe, un dessin qui est déjà en 2 dimensions. Et peut-être la plus exceptionnelle, en tout cas la plus touchante de ces scènes prises sur le vif, est une scène qui a réellement existé, qui est donc une scène de chasse visiblement, ou en tout cas une promenade avec des oiseaux de proie que l'on voit là. Et on voit que le petit duc de Bourgogne a placé lui-même, avec marqué le duc de Bourgogne, hein, ici, son frère le duc d'Anjou, Monsieur de Beauvilliers, donc qui s'occupe d'eux, et de manière presque naïve et amusante, une corneille et une pie. Donc les différents personnages sont bien mis en place, y compris la pie, tout va bien, et on voit comment s'est passée cette belle journée de chasse à l'extérieur. Du point de vue des techniques utilisées, vous aurez pu remarquer une très grande cohérence dans les techniques. Hein. La plupart sont faits simplement à la plume et à l'encre. On voit dans certains cas un dessin préparatoire qui peut être fait au crayon. Donc là, c'est très clair avec le crayon rouge qui est ensuite repris pour faire mettre des traits à l'encre par derrière. Et dans certains cas, dans 2 cas uniquement, on a mise en couleur de la planche. Donc, je vous avais déjà montré le temple antique, et c'est également le cas pour une seconde planche. S'il veut bien s'afficher. Bon, ça ne veut pas. Je souligne que tout ce que je vous montre actuellement est disponible sur Gallica. On vous mettra le lien où vous pouvez voir l'ensemble des dessins. Et donc, voilà, ça s'est affiché. Et donc, vous pourrez voir sans difficulté l'intégralité de ce que je vous montre, prendre le temps, et vous voyez qu'on peut zoomer de manière assez extraordinaire pour voir toute la qualité de ce dessin. Donc là, nous avons ces personnages qui vont visiblement à un tournoi avec leurs armes, et donc ça a été mis en couleur à la gouache par le petit duc. Le recueil se clôt sur un dessin d'origine sans doute différente, rapporté ici sans qu'on sache bien faire l'histoire pièce par pièce de ces documents, qui est d'autant plus exceptionnel car ça, c'est un dessin qui n'a pas été donné à l'entourage proche, que ce soit à Sébastien Leclerc ou à Roger de Gagnère, mais qui a été fait par le petit duc pour son grand-père. Donc, il a écrit pour le roi, donc un dessin fait au crayon avec marqué pour le roi. Ça ressemble peut-être à ce que vous pouvez recevoir pour la fête des pères de la part de vos enfants vous-même, et c'est extrêmement touchant de rentrer dans ces relations entre petit-fils et grand-père, même si le grand-père n'est autre que Louis XIV. Donc le petit duc de Bourgogne nous laisse ici un témoignage vraiment précieux de la formation artistique des fils de France. On sait d'ailleurs que le dessin est quelque chose qui leur plaît énormément, à la fois au duc de Bourgogne et à ses 2 frères plus petits, puisque quand ils sont en voyage vers l'Espagne, après que le petit frère du duc de Bourgogne et le duc d'Anjou a été choisi comme successeur par le duc d'Espagne en 1700, et qu'il devient donc Philippe V, roi d'Espagne, les 3 frères descendent en Espagne, et on a des notations dans des journaux qui indiquent qu'ils doivent se faire tirer les oreilles, car ils manquent à certaines de leurs obligations protocolaires, car ils préfèrent dessiner plutôt que remplir ces obligations. Ces dessins nous font également entrer dans l'intimité de jeunes garçons qui, bien qu'étant élevés dans toute la rigueur de l'éducation d'un futur roi de France, savent se divertir à rester des enfants, qui ont des relations privilégiées avec les adultes qui s'occupent d'eux, bien loin de la terrible image de la duègne et de la cour espagnole dans la folie des grandeurs, qui ne pourraient rien faire. On voit que ces petits garçons restent des petits garçons malgré toute leur éducation qu'ils doivent recevoir. Et un dernier témoignage de ceci nous est donné par une estampe de Sébastien Leclerc, qui est assez amusante à cet égard, puisque c'est une anecdote sur laquelle je termine. Ce qu'on voit là, c'est un libraire, un imprimeur libraire de Paris, qui fournissait les jeunes ducs en livres dans le cadre de leur éducation. Il s'appelle Auboin. Et quand Auboin est venu en 798 pour apporter les livres au duc de Bourgogne, il l'a rencontré en personne, ce qui est déjà un insigne honneur, et la révérence d'Auboin a été tellement basse, tellement profonde, tellement marquée, que il était trop loin du duc de Bourgogne, qui ne pouvait pas récupérer les livres, qui s'avançait, mais qui ne réussissait pas à récupérer les livres
qu'on lui tendait. Or, la révérence était également tellement basse que Auboin ne se rendait pas compte du problème. Et donc, ça a fait une scène assez comique où le pauvre duc de Bourgogne tendait les bras pour récupérer ses livres et personne ne réussissait à récupérer ses livres. Et c'est là qu'on voit toute l'importance du dessin et le fait que ça reste des jeunes adolescents à cette époque-là qui savent rire d'un petit passage tel que celui-là, c'est que Louis, duc de Bourgogne, a donc fait un dessin qui représentait ça, l'a donné à son frère Philippe, le futur roi d'Espagne, et Philippe l'a lui-même offert à Auboin en souvenir de cet épisode un petit peu ridicule. Et Auboin a couru chez Sébastien Leclerc pour le faire graver. Donc on sait cette estampe qui nous est arrivée et il a ensuite offert l'estampe de Sébastien Leclerc aux trois jeunes princes. Et c'est donc le sens de la notation en latin qui peut sembler un petit peu obscure, qui nous dit Louis l'a réalisé, donc le dessin qui représente ça. Philippe l'a donné en don et Charles a bien rigolé. Donc vous voyez que le dessin est à la fois quelque chose qui est le support d'un apprentissage, mais une véritable passion est pris dans la vie quotidienne de ces jeunes princes qui sont à la fois des personnes qui sont appelées à avoir une destinée extraordinaire et des jeunes garçons. Et ce document est finalement un des témoignages du fait qu'à être duc de Bourgogne, on n'en est pas moins homme et pas moins un enfant de 7 à 15 ans. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis et ce recueil est donc disponible sur Gallica en haute définition où vous pourrez le voir à votre plaisir. Merci beaucoup.